Bienvenue dans ce rendez-vous consacré au droit du travail, le JT du droit du travail, que je co-anime avec notre invité, maître Pascal Pétrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du cabinet Pétrel et Associés qui est implanté à Paris, à Lyon, à Tel Aviv. Et vous êtes donc spécialiste en droit du travail et en droit de la protection sociale. Alors, la question du jour dans notre JT du droit du travail, c'est la question qui est sur toutes les lèvres, et pas seulement des employeurs, mais aussi des salariés. Je dirais même surtout des salariés. Et mon pouvoir d'achat, quand est-ce que vous allez m'augmenter, maître Pétrel? Alors c'est la question d'actualité qui est dans toutes les entreprises, hein, puisque la pression monte de jour en jour, compte tenu effectivement du caractère inflationniste grandissant qui est la période post-Covid, avec quand même un certain nombre de cadres juridiques qui préexistent. Donc je rappelle en particulier que toutes les entreprises qui ont des délégués syndicaux ont une obligation annuelle de négocier sur les salaires et la valeur ajoutée. Et À que une bien, période précise, alors, avant, après la présentation tout du bilan, dépend. non? Soit vous avez Mhm. effectivement ce que l'on appelle un accord de périodicité qui a été conclu en application soit de la loi Rebsamen, soit des ordonnances Macron de 2017. Et là, vous avez, on va dire, une périodicité fixe qui est contenue par l'accord et que vous devez respecter. Soit vous n'avez pas d'accord de périodicité et la loi vous impose tous les 12 mois de réinitialiser le processus de négociation sur les salaires et la valeur ajoutée. Autrement dit, par rapport au dernier accord de salaire que vous avez conclu ou au constat de désaccord qui a été matérialisé, vous êtes tenu de réinitialiser une négociation en convoquant vos délégués syndicaux sur les salaires et la valeur ajoutée. Donc, Bon, mais ça, c'est les grosses entreprises. Mais, pas forcément, mais ouais. vous avez raison, majoritairement, plutôt les grosses entreprises sont dotées de délégués syndicaux. Sachant qu'on rappelle que la structure de l'emploi en France est un peu particulière. On a deux très grands groupes de taille mondiale. On n'a pas de Mittelstand à l'allemande, hein, on n'a pas beaucoup ou trop peu de PME ou d'ETI de taille moyenne, et puis énormément de PME, 98% de l'emploi. Alors, on va dire que les petites entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux n'ont pas la même pression légale puisqu'elles n'ont aucune obligation de négocier. Elles peuvent quand même avoir l'obligation de revoir contractuellement leurs conditions si un certain nombre de salariés qui vient les voir sous menace éventuellement de quitter leur emploi. Donc, inévitablement, la négociation ne se Notamment fera sur pas des au même métiers tendus, niveau. ouais. Elle ne se fera pas au niveau collectif, mais elle se fera au niveau individuel. Puis, n'oublions pas que au-delà, je dirais, de la négociation qui peut se réaliser dans l'entreprise, soit à titre collectif et individuel. Vous avez aussi les branches professionnelles, hein, qui sont effectivement toutes les activités qui résultent de la nomenclature NAF et qui sont organisées en convention collective de branche et pour lesquelles il y a aussi une obligation de négocier annuelle. Et bien naturellement, les branches sont soumises aussi aujourd'hui à des pressions, notamment dans le secteur de la restauration où on a vu effectivement il y avait une déshérence professionnelle. Le secteur s'est tout de suite mis à la négociation d'une nouvelle grille de salaire qui est applicable depuis le 1er avril 2022. Donc, tout, tous ces éléments de cadrage juridique sont des éléments importants qui mettent en évidence, quoi qu'il en soit, que la question du pouvoir d'achat et donc de la renégociation des salaires directs est de pleine actualité, tous acteurs confondus. Alors, est-ce que pour le gouvernement, il n'y a pas un moyen tout simple de répondre à cette question? C'est évidemment d'agiter la prime Macron, dont on dit qu'elle pourrait être doublée, voire triplée par rapport à ce qu'elle est déjà aujourd'hui. On rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que la prime Macron, c'est tout simplement une désocialisation complète, évidemment, de la rémunération, Alors ou certes, d'une partie de la rémunération. la prime Macron, on a vu par l'expérience, puisque depuis 2017, elle a été Mm. réitérée à 3 reprises, qu'elle a marché et que les entreprises ont joué le jeu en débloquant cette prime Macron, d'ailleurs dans la limite du montant maximal Mm. pour la majorité des entreprises. Enfin, pas toutes les entreprises, il y a celles qui pouvaient la verser, celles qui ne pouvaient pas. Oui, mais par expérience, j'ai pu voir que, contrairement à ce que parfois je lisais, c'était pas uniquement les grandes entreprises qui Mm. versaient la prime Macron. Après, les petites entreprises n'avaient peut-être pas le même budget ou la même enveloppe, mais elles ont quand même joué le jeu, parce que de toute façon, elles avaient bien compris,
déjà l'intérêt du versement d'une telle prime qui est par nature temporaire, exceptionnelle, de plus en exonération de cotisations sociales, puisque vous parliez de désocialisation, donc ça avait un coût relativement minoré par rapport à ce qu'aurait pu être une contrainte liée à une vraie pression d'exigence d'augmentation salariale et de salaire direct, qui lui est directement socialisé et imposé. Oui, si j'augmente de 100 euros à un salarié, ça me coûte 200 euros. À la fin de l'année, il y a 1200 euros. Moi, ça va coûter 2400 euros. Alors que si je lui verse 120 euros, plutôt 1200 euros de prime Macron, bah, ça me coûte 1200 euros. Et en plus, je suis avec pas une engagé. différence. Ouais. Il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que le salaire, je m'engage, le salaire devient contractuel, donc il est pérenne. Oui, mais alors, maître, tout comme on voit parfois des chômeurs, notamment, réclamer le versement de la prime de Noël qui a été quasiment institutionnalisée, alors que c'était une coutume ponctuelle, enfin un usage ponctuel, c'est devenu maintenant une coutume, justement, et c'est habituel. Est-ce qu'on n'a pas un risque de voir à la fin de l'année les salariés dire «Et ma prime Macron?» Ah, le risque existe, mais le risque, à mon avis, est plus global. Parce que, et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai eu en tête, c'est que, comme par hasard, quand c'est désocialisé, le versement se fait, et alors que pendant des années avant, on ne voulait pas effectivement verser une quelconque augmentation, considérant effectivement sur le terrain des conséquences attachées à cela, on n'avait pas de revalorisation à opérer. Alors, je comprends la problématique, puisque les cotisations sociales et, comme je disais, le salaire est pérenne, mais en tout état de cause, si on a été amené en tant qu'entreprise à verser à 3 reprises la prime Macron, il va être difficile pour les années postérieures d'indiquer qu'on n'est pas dans la possibilité de dégager des enveloppes. Alors, si on retrouve le cadre légitime de la prime Macron, ben, c'est un souffle pour toutes les entreprises parce qu'elles peuvent récupérer cette enveloppe pour effectivement redistribuer du pouvoir d'achat en exonération de cotisations sociales, mais en tout état de cause, vous avez raison, la pression va être plus accentuée puisque tout précédent constitue nécessairement un focus des salariés pour justifier qu'il y a à la fois une légitimité à leurs prétentions et une impossibilité pour l'entreprise de refuser le paiement. Sachant qu'il y a un autre problème, c'est que la prime Macron, eh bien, par essence, elle ne peut être versée qu'une fois dans l'année, plutôt à la fin de l'année ou au début de l'année suivante, alors que le problème du pouvoir d'achat, c'est tous les mois. Donc il y a un moment, on pourrait s'attendre à voir légitimement demander est-ce que la prime soit versée plusieurs fois dans l'année. Ah mais les modalités légales telles qu'elles ont été d'ailleurs fixées dans les différents dispositifs ont permis le versement plusieurs fois. Après, c'est à l'entreprise de définir si effectivement elle veut le faire ou pas. C'était en fonction aussi de sa trésorerie, si elle en avait la possibilité ou pas, étant précisé que la pression montait puisque notamment on avait des délais courts pendant lesquels la mise en œuvre et le versement devaient se faire. Oui, mais le versement est contraint dans le temps. Exactement. Donc, on ne peut pas l'étaler sur 12 mois. On ne peut pas l'étaler sur 12 mois, mais on n'est pas à l'abri d'ailleurs que le nouveau dispositif, moi j'attends, hein, moi je suis comme tout avocat en la matière, les textes sont évolutifs, on verra bien de quelle manière le nouveau texte permettra de verser et si notamment il intègre éventuellement une périodicité plus longue du versement de cette prime Macron qui serait quasiment un élément de salaire exonéré qui pourrait devenir réitératif, voire permanent. Est-ce que tout ça ne fait pas de l'ombre aux autres dispositifs qui préexistaient, comme par exemple le PEE et d'autres dispositifs qui permettaient de recevoir une rémunération exonérée, mais sous condition? Alors, je ne pense pas parce que les autres outils, d'ailleurs, qui au-delà du PE participent de l'intéressement et de la participation, sont des outils qui, dans l'approche des entreprises, ont à la fois, déjà pour les petites, l'intérêt qu'elles bénéficient aux dirigeants, donc ça intéresse aussi sa rémunération personnelle. Ce qui n'est pas le cas de la prime Macron. Ce qui n'est pas le cas de la prime Macron. Donc la prime Macron, tous les salariés sauf le chef d'entreprise, alors que le PE, le chef d'entreprise, peut même en être je dirais le premier bénéficiaire. Exactement. Donc c'est pour ça que il y a quand même cette dimension importante. La deuxième dimension, c'est que l'intéressement et la participation s'intègrent aussi dans une vision de fidélisation pour permettre justement à des salariés de constituer une épargne qui peut répondre à des exigences ou des besoins qui peuvent se produire dans le temps. Je parlais des éléments d'intéressement et de participation à l'aune des cas de déblocage qui sont quand même des événements de vie qui, pour les salariés, peuvent permettre de bénéficier d'un apport de rémunération à un moment où ils en ont le plus besoin. Donc, il y a cette dimension aussi qui intègre les outils d'épargne salariale différés.
avec en plus une autre dimension, et ça j'en ai parlé souvent avec mes clients, parce que la prime Macron, elle est quand même de droit divin, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un texte spécial. S'il n'y en a pas, bah, il n'y a pas de prime Macron. Oui, c'est pas un décret, c'est une loi. Non, Oui. ça a été une ordonnance Oui. avec ratification, mais en tout état de Qui a cause, force ça de doit loi. donner lieu à une disposition spécifique qui permet de verser. Parce que ça a un impact évidemment sur les finances, Finances publiques, puisqu'on puisque ne cotise pas. on désocialise les sommes versées. Donc c'est quand même lié à une décision des pouvoirs publics. Et D'ailleurs, donc si on ce est montant augmente, je vous interromps, mais si ce montant augmentait, on ne pourrait pas voir à un moment ou à un autre tel ou tel ester en justice, saisir le Conseil d'État en disant là on contourne les règles Ah non, de puisque financement du. le Parlement légifère, s'il décide Hmm, effectivement de verser la prime Macron, et que la loi est adoptée hmm, selon les règles constitutionnelles, il n'y hmm. a pas d'inconstitutionnalité. Après, il Mais faut la que le Cour des contenu. comptes pourrait dire à un moment attendez, là vous allez trop loin. Après, ça c'est le travail de la Cour des comptes qui est en charge du contrôle Hmm, des comptes publics. Mais en tout état de cause, si la loi est adoptée conformément aux règles constitutionnelles et qu'elle répond aussi d'un point de vue individuel aux règles, qu'il n'y a pas de bien sûr. discrimination ou autres éléments qui permettent de censurer, la loi est adoptée et définitivement applicable. En revanche, elle est toujours conditionnée par une décision de puissance publique. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit à mes clients, indépendamment, puisque moi je préfère que mes clients soient quand même maîtres de leur politique de rémunération, les entreprises sont là pour aussi, je dirais, sécuriser leurs pratiques. Donc je leur ai toujours dit, indépendamment de la prime Macron, n'oubliez pas quand même, même si aujourd'hui ils ne sont pas en place, que les outils d'épargne salariale, intéressement et participation vous autorisent à débloquer vous-même votre propre prime Macron. Elle ne s'appellera pas prime Macron, mais elle s'appellera supplément d'intéressement ou supplément de participation, parce que vous avez les moyens, au regard de la performance de l'entreprise, de débloquer une enveloppe qui peut même être supérieure au montant de l'intéressement initial ou de la participation sur laquelle il est adossé. Donc, ce sont des éléments extrêmement Supplément qui importants. profitera aussi aux chefs d'entreprise. Et supplément qui Encore. peut bénéficier aussi aux chefs d'entreprise et dont le caractère exonératoire ne fait pas de doute, pour autant effectivement qu'il respecte les principes de blocage qui sont prévus par la loi. Mm. Donc il y a quand même une vraie, comment dire, une vraie inventivité à avoir dans sa politique de rémunération et aux entreprises de le mettre en œuvre. Je ne voudrais pas quand même que la prime Macron devienne la pierre angulaire de la politique de rémunération Mm. des entreprises. Déjà parce que, comme je le dis, elle n'est pas pérenne. Même si effectivement le texte vient nous dire, ou en tout cas les avant-projets viennent nous dire que pour la 4e fois on la pérenniserait, mais pérenniser, vous savez, en matière de puissance publique, du jour au lendemain on peut pérenniser et le lendemain enlever. Donc Ouais, enfin, 4 fois, ça commencera ouais, effectivement à faire beaucoup. ça fait une coutume. Donc pour l'enlever, il va falloir, je dirais, justifier de la mesure. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même de la puissance publique et non pas de la décision prise directement au niveau de l'entreprise. Donc je souhaite qu'on articule une politique de rémunération un peu plus diversifiée et qui laisse quand même une possibilité au chef d'entreprise aussi de justifier qu'il le fait de sa propre initiative. Parce que vous savez, il y a une espèce de corrélation. Si vous voulez avoir une légitimité à votre propre politique, il faut que vous puissiez dire que c'est vous qui avez pris l'initiative, que vous n'avez pas été d'une manière ou d'une autre un peu contraint par le cadre légal. Vous aurez noté, maître, que sur ce sujet consacré au pouvoir d'achat, on a quasiment exclusivement parlé, ou on a parlé presque que de cet argent qui vous est versé sans cotiser aux prestations sociales, au chômage et à la retraite. Et je vais même aller plus loin, puisque le législateur lui-même a amplifié ce phénomène en permettant de désocialiser, défiscaliser les pourboires versés au personnel des cafés, hôtels, restaurants. Et donc à partir de cette année, vous pouvez verser un pourboire à un serveur dans un restaurant avec votre carte bancaire, et ce pourboire Est exonéré. est exonéré de tout, y compris de fiscalité. Oui, c'est un système d'exonération qui est destiné, à mon sens, à déjà peut-être rationaliser un peu des pratiques douteuses qui existaient, puisque Ouais. malgré effectivement la réglementation, on n'est pas à l'abri qu'un peu d'argent circulait comme ça sans être forcément déclaré. Mais il l'était déjà. Est-ce que c'est plutôt, vous voulez dire, pour permettre de savoir quel est le flux en Oui, c'est faisant une plus règle de effectivement, à 3? mon D'accord. avis, une identification des flux, et puis de peut-être revenir à finalement une approche de normalisation de ces versements
par des tiers et de plus de les sécuriser au profit, je dirais, de l'ensemble des salariés qui contribuent finalement à l'activité des restaurants. Mais pour en revenir sur ce que vous disiez sur la désocialisation, n'oublions pas quand même que les outils d'épargne salariale sont aujourd'hui dans une complexification du système qui n'écarte pas forcément l'objectif de la retraite, puisque je vous rappelle que les PEE peuvent être transformés en plan d'épargne retraite et que même la loi oblige la mise en place de ce type d'outils dans le but justement de laisser au pilotage des salariés la possibilité finalement de se reconstituer une épargne retraite en exonération de cotisations sociales par capitalisation. Donc on est sur un cheminement, je pense qu'on est à l'aune d'une vraie révolution de l'équation des rémunérations par rapport à cela, parce qu'en fait, sous prétexte de désocialiser, je pense que surtout à l'aune de l'inquiétude que peuvent avoir un certain nombre de salariés aujourd'hui en se disant déjà on parle de problèmes de retraite, s'il me reste encore 30 ans à travailler, peut-être qu'il n'y en aura plus. J'ai peut-être effectivement intérêt à avoir des outils de pilotage qui me permettent de capitaliser pour au moins avoir un minimum de rémunération lorsque je cesserai toute activité professionnelle. Donc ça veut dire que demain, peut-être le pourboire que vous laisserez au serveur qui vous aura bien servi au restaurant, eh bien, ira dans un pot à confiture ou un pot à cornichons pour financer sa retraite plus tard. Merci infiniment, Maître Petrel. Je rappelle donc que vous dirigez le cabinet Petrel et Associés, qui est implanté à Paris, à Lyon et à Tel Aviv. On se retrouve très prochainement pour un prochain rendez-vous consacré au droit social.